quelques minutes afin que vous nous rejoigniez tous et toutes. On vous laisse pas sans musique d'attente, mais j'espère que vous nous entendez bien déjà dans un premier temps. J'espère que tout le monde va bien. Si vous me faire un petit pouce, un petit bonjour éventuellement. Ah, c'est bon, super. Eric et Florence, et Céline même d'ailleurs. Parfait. Alors, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a du son, il y a de l'image et on va commencer d'ici 2 petites minutes, hein. On laisse encore un petit peu, voilà, on commencera à 10h03. Merci. Troisième petite annonce, ne vous inquiétez pas, on démarre dans quelques minutes. On laisse juste du coup tous les participants, enfin, venir nous rejoindre. On est bientôt une centaine de personnes. Bon, allez, on va respecter l'horaire pour tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Donc bonjour déjà, merci d'être là. Alors je m'appelle Vincent Tétiot, c'est peut-être pas la première fois que l'on se rencontre. En tout cas, on va vous présenter aujourd'hui avec mes confrères Anthony et Adrien, que je laisserai se présenter en quelques secondes, du coup, comment dresser une feuille de route pour orienter direction, les métiers et vos collaborateurs autour de nouveaux usages. Donc moi, je vous accompagne sur ces thématiques au quotidien et je suis bien évidemment toujours accompagné d'experts. Donc je vais laisser la main à Anthony pour se présenter, puis par Adrien. Bonjour à tous, je suis Anthony Morales, consultant Microsoft 365 chez Adista. J'interviens sur différentes missions comme découvrir l'écosystème Microsoft, sécuriser les accès vers la plateforme, gérer les équipements depuis Intune ou encore maîtriser une migration complexe. Et Je laisse la Adrien. parole. Bonjour à tous, Adrien Defalque, enchanté. Comme Anthony, je suis consultant chez Adista et je travaille majoritairement sur les aspects de gouvernance et de sécurité au sein de l'écosystème Microsoft. Alors du coup, on va commencer. Hop là. Super. Donc déjà, on va repositionner quelques bases. Aujourd'hui, donc, avec l'avènement de la collaboration en général et des outils Microsoft, on répond à cette logique de anytime, anywhere, any device, any content. Vous le savez très bien. Et du coup, cette hyper collaboration
a nécessairement des biais parce que de base, la plateforme Microsoft est hyper ouverte vers le collaboratif. Et du coup, quid de la protection, la gouvernance, la régulation et la supervision de l'intégralité des actions des utilisateurs. Mais l'objectif de fond est bien d'avoir un équilibre par rapport aux utilisateurs. Parce que si on augmente beaucoup trop la sécurité, on met trop de brides, bien évidemment, l'expérience collaborative va être hyper impactée et le ressenti, effectivement, va être mauvais. Donc là, l'objectif de fond, c'est de mettre un niveau de sécurité important avec des outils proposés par Microsoft et éventuellement des outils tiers. Et puis, l'objectif, le centre de tout, c'est de ne pas oublier l'utilisateur et l'expérience qu'il va pouvoir en avoir. Donc, mauvaise préparation, c'est une mauvaise expérience garantie. Ça, c'est une certitude. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'au final, en fait, l'implémentation de ces outils collaboratifs s'est fait extrêmement vite. Mais au fond, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet structurant. Et structurant à tel point qu'effectivement, donc, tout le monde a adopté ces outils, s'y jeter à corps perdu à l'intérieur. Mais maintenant, quid de gouvernance et sécurité? Comment je fais pour reprendre de l'adhérence, reprendre le pouvoir aussi sur les choses? Donc finalement, l'itinéraire que nous allons vous proposer, on va juste présenter rapidement l'écosystème Microsoft pour que voilà, on vous réexplique un petit peu les grandes briques qui existent. Puis ensuite, je passerai la main à Anthony et Adrien sur lesquels on va rebalayer des aspects de gouvernance, de sécurité, un tout petit peu de management device mobile, en fait, comment j'implémente un device au sein de ma structure, voilà, avec des petites mécaniques assez simples. Et ensuite, sans oublier la partie change, parce qu'effectivement, à tout changement égale peut-être une révolution pour certains des utilisateurs. Et l'objectif de fond, c'est d'avoir une adhésion et un taux d'utilisation assez fort. Et pour cela, on a des programmes de change qui sont disponibles avec des formateurs dédiés qui pourront vous proposer des programmes sur mesure. Et pour finir, le premier step, la première chose à réaliser, ça va être peut-être un petit atelier sur des thématiques qui sont prédéfinies, dans lesquelles on pourra effectivement vous engager à réfléchir avec nous et sur lesquelles vous pourrez vous lancer sur la structuration de tout cet écosystème, qui est extrêmement riche, je le rappelle. Alors, aujourd'hui, tous vos usages actuels et ceux de demain, effectivement, vous donnent une direction à suivre. Vous avez pris une direction, mais comment faire pour revenir peut-être en arrière, ou peut-être compléter l'expérience ou éventuellement reprendre du pouvoir, c'est là où en fait, on peut, avec nos consultants, retravailler avec vous, redesigner une solution qui convient en termes de gouvernance, de sécurité, d'audit et ainsi de suite. On va pouvoir effectivement faire pas mal de choses. Alors, dans cet écosystème Microsoft, ce qu'il faut rappeler, la deuxième valeur après tous les collaborateurs de vos structures, bien évidemment, c'est l'information, le nerf de la guerre. Voilà, je me fais chiffrer ma donnée, je me fais voler ma donnée, je perds de la donnée éventuellement. Comment je peux sécuriser cette donnée? Donc, cette donnée centrale que chacun produit au quotidien, qui est effectivement sur son poste, éventuellement sur son OneDrive. Après, l'objectif de fond, c'est de pouvoir commencer à communiquer avec. Donc, je vais commencer à faire des partages avec du OneDrive en interne, en externe. Je vais avoir des conversations qui peuvent être tout aussi importantes finalement qu'un email, dans lesquelles il y aura des choses un peu stratégiques pour vous. Je réalise des wikis, des articles, et ainsi de suite. Et puis, je capitalise sur ces données, sur ces communications, et puis finalement, je fédère l'usage autour d'un outil collaboratif, et tout le monde actuellement en est là, à quelque chose près. On a tous utilisé Teams pendant la pandémie, on a tous effectivement commencé à pouvoir partager, mais c'est là où, en fait, auparavant, nous avions effectivement une maîtrise du serveur de fichiers, de savoir peut-être comment c'était partagé ou qui accédait à quoi. Dès lors où on prend un fichier, on le positionne dans une équipe, quid quels sont les droits qui sont inhérents à ce fichier? Comment pouvons-nous effectivement nous prémunir d'un risque d'une externalisation non souhaitée? Et donc, bien évidemment, c'est là où le bas blesse, et c'est là où effectivement, il faut passer le dernier step qui est la gouvernance, où là, l'objectif de fond, c'est bien effectivement de sécuriser la donnée, gérer la partie métadonnées et la partie indexation pour que finalement, toute cette prolifération d'informations soit centralisée dans un hub de communication, un hub de connaissances. Et ça, bien évidemment, vous retrouverez ces aspects plutôt vers des produits comme SharePoint, dans lesquels on peut faire pas mal de choses.
Donc, ce sont sur tous ces éléments-là, effectivement, qu'on vous accompagne au quotidien avec nos experts. Donc, ils ont plus ou moins, un tronc commun, puis après ils ont des spécialités en fonction de ce que vous voulez traiter, comme thématique. Alors, l'écosystème, donc vous avez la partie, productivité traditionnelle, hein, que vous connaissez tous, hein, le pack office, la partie collaborative. Vous avez aussi un produit qui est peut-être pas forcément usité par tous, qui est Forms, ce qui permet aussi de faire des questionnaires en ligne autour, dans un Teams, au sein de la structure pour avoir, bah, des statistiques un peu en live, comme on pourrait le faire, au travers, après effectivement une prestation vidéo ou une question posée à l'intégralité de votre structure. Puis on a des digitaliser et d'automatiser les process, de mesurer aussi les choses. Donc, on a du Power BI, Power Apps, Power Automate, sur lesquels effectivement on peut avoir aussi des discussions ensemble. Et puis la partie publication de contenu et gestion documentaire, sur lequel là on va retrouver des outils que vous connaissez bien, hein, le fameux OneDrive, Stream, qui est finalement donc une structure, enfin un produit qui vous permet de réaliser des vidéos à des fins éducatives ou éventuellement d'intégration de nouveaux collaborateurs. SharePoint pour la gestion documentaire. Et puis, il y a du Delve, hein, qui est effectivement une plateforme qui va prendre, bah, en fonction de vos usages au quotidien, va vous mettre bah, toutes les actualités que vous ne devez pas louper pour pouvoir être toujours au fait de l'information. Alors tout ça, c'est bien, c'est du pur usage, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la brique du dessus. Quid de la sécurisation des identités, des droits des accès, des équipements, des applications, tout ça en vue de protéger bien évidemment la valeur clé aussi d'une entreprise qui est votre patrimoine informationnel. Donc là, il y a une somme d'outils et de mécaniques à mettre en œuvre que maîtrisent excellemment bien Adrien et Anthony qui sont ici présents et qui peuvent vous accompagner sur des modules spécifiques. Alors, effectivement, ne laissons jamais la place au hasard ni à l'improvisation. Maintenant, il est temps de reprendre la main et le contrôle sur ces périmètres de gouvernance et de sécurité. Alors, tout ça se base sur 4 piliers. Nous, aujourd'hui, on estime que pour qu'une expérience cloud, d'un point de vue direction générale, DSI et autres, ou RSSI, soit viable, elle doit se bâtir sur 4 piliers. Premièrement, l'expérience utilisateur, bien évidemment, avec des privilèges définis, la sensibilisation et pouvoir leur proposer des services étendus, hein, même ça puisse être l'implémentation de la téléphonie dans l'écosystème et ainsi de suite. Deuxième pilier fondamental, tous les terminaux. Comment je fais pour faire de la protection dynamique, de la gestion de parc, hein, avec du MDM, comment je gère la confidentialité, la sauvegarde et le patch management au quotidien. Patrimoine informationnel, point clé aussi. Quel est le cycle de vie de ma base documentaire? Comment je la classifie? Je la protège et j'exécute une sauvegarde. Quatrième point fondamental aussi, la partie accès. Aujourd'hui, vous avez des collaborateurs qui sont effectivement en home office. Quelle technologie je leur mets? Quels sont les dispositifs de sécurité que je leur mets à disposition ou que je peux mettre effectivement pour pouvoir sécuriser leur connexion? Leur authentification, m'assurer que c'est bien le bon collaborateur qui est derrière son poste ou derrière une action au sein de ma structure. Et aussi donc perpétuer une sécurité de la communication. Hein, ça, c'est sur tous les outils de téléphonie. L'objectif de fond, donc là, avec Anthony et Adrien, nous allons croiser finalement quelques briques spécifiques. L'authentification renforcée, hein, un point clé pour éviter l'usurpation. La gestion de parc, puisqu'on verra finalement, bah oui, j'ai une identité, bah, je me connecte, comment j'intègre cela dans un quotidien de gestion de parc informatique. La classification et protection et le partage. Donc là, on sera purement dans le document. Je réalise du Word, de l'Excel. J'ai un serveur de fichiers on-prem. Comment je fais pour protéger mes données? Sans oublier, bien évidemment, et là, on sera vraiment d'un point de vue utilisateur aussi et administrateur, quelle est l'expérience que je vais en retirer? L'objectif, c'est d'avoir une vision 360 sur toute cette approche. Donc, je laisse la main à Anthony pour continuer, et puis après, on réinterviendra un petit peu à 2, 3 mains. Enfin, ça va être exceptionnel. Merci beaucoup, en tout cas. À toi, Anthony. Merci Vincent. Par défaut, les usages sont au maximum au niveau de la plateforme Microsoft et la sécurité est au minimum. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de rééquilibrer cette balance. Je vais vous présenter le concept du passwordless, la fin des mots de passe pour le quotidien des utilisateurs. Obliger des utilisateurs à réinitialiser régulièrement leur mot de passe entraîne un affaiblissement des accès, car les utilisateurs ont tendance à choisir un mot de passe plus faible et d'alterner plusieurs déclinaisons. Comme on peut le voir ici au niveau des mots de passe présentés, une stratégie qui change chaque année. L'utilisateur va aller juste changer la date au niveau de son mot de passe et utiliser la même sur l'ensemble des plateformes.
Les utilisateurs respectant une vraie diversité des mots de passe sont confrontés à la mémorisation de ces derniers et enregistrent leurs informations directement dans leur explorateur Internet. Et cette base est une cible pour les hackers. De plus, les collaborateurs sont réticents à installer Microsoft Authenticator sur leur téléphone personnel, application qui gère la double authentification, la partie MFA. La position de sécurité adoptée officiellement par Microsoft, c'est le passwordless. Le mot de passe est supprimé et remplacé par quelque chose que vous avez. Par exemple, ce type de clé type FIDO. Quelque chose que vous êtes, alors votre doigt par exemple, ou quelque chose que vous savez, un code PIN ou autre. Donc là, on va surtout vous montrer la partie biométrique avec le doigt, qui fait vraiment une expérience sans mot de passe pour l'utilisateur. Les 3 autres options d'authentification sans mot de passe intégrées à Azure Active Directory, c'est Microsoft Authenticator, donc là avec l'icône que vous voyez ici, Windows Hello Entreprise, qui utilise les capteurs de vos PC, et ces fameuses clés FIDO, compatibles aussi avec d'autres plateformes. Donc là, on va vous montrer au niveau d'une vidéo le démarrage d'un poste que vous venez juste de formater ou d'attribuer à un nouveau collaborateur, donc un nouveau PC. Hein. Donc premier démarrage de ce poste. Voilà. Vous allez voir les pages classiques du premier démarrage là, sur Windows 11. Donc la première chose qu'il va vous demander, c'est tout simplement votre langue, le clavier, dans quelle langue vous le mettez aussi, d'autres petits paramètres comme le nom du poste. Donc là, on est sur un PC qui est pas intégré dans Autopilot, la gestion automatique, mais on a quand même de la gestion d'équipement avec Intune. Donc là, on va choisir de l'intégrer au niveau de l'environnement professionnel. Au mieux de commencer à saisir les informations d'identification, je vais insérer ma clé FIDO et je vais juste utiliser mon doigt pour m'authentifier. Et là, je suis directement identifié via ce poste chez Microsoft. Et là, comme il a la gestion de parc derrière et la partie Intune, toutes les stratégies vont descendre, aussi bien la configuration de l'environnement, mais aussi vos applications de métier. Pour le commun, le quotidien, les utilisateurs vont démarrer de manière classique leur poste. Ils vont simplement ouvrir leur session en utilisant leurs doigts sur cette clé FIDO. Contrairement aux informations que vous avez déjà sur votre poste, hein, parce que les postes sont déjà biométriques, vous avez la possibilité de mettre votre doigt, vous devez le configurer à chaque équipement que vous changez. Donc là, la différence, c'est qu'on va pouvoir prendre cette petite clé FIDO et la brancher sur un autre équipement. Par exemple, votre ordinateur personnel chez vous, si on l'autorise, ou le PC de votre collègue parce que vous avez un problème avec votre équipement. Donc là, on va vous montrer tout simplement sur une navigation privée depuis un poste. Donc là, vous lancez votre navigation privée, vous vous connectez sur office.com. Donc sur office.com, vous avez une option pour donc là, vas-y, clique sur connexion. Hop. Donc là, vous avez l'option pour vous connecter avec une clé FIDO. Donc connecter avec cette clé FIDO, vous l'insérez dans votre PC ou le PC en question. Vous utilisez votre doigt tout simplement pour vous connecter sur votre environnement. Là, voilà, vous voyez que vous avez la personnalisation de votre environnement. Vous êtes dans votre espace de travail. Vous pouvez donc là rester connecté, faites non parce que c'est pas votre poste, et vous accédez à votre plateforme Microsoft. Alors Vas-y, aussi, Vincent. il y a aussi une chose importante que vous pouvez remarquer, vous voyez le fond d'écran en fait, qui a été logotisé, effectivement et thématisé aux couleurs, d'Adista. C'est la même chose effectivement, ça peut être aussi, le moyen de se prémunir d'un Le phishing phishing. quelconque, parce qu'effectivement, du coup, l'utilisateur, s'il voit qu'en se connectant, il atterrit pas sur cette page d'accueil, voilà, c'est aussi la sensibilisation passe par là et c'est des petites alertes qui peuvent lui donner: «Tiens, ah ça c'est bizarre, je suis pas comme d'habitude, je vois pas le fond d'écran» et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est des petites choses qu'on peut mettre en œuvre, pour vous. Alors on continue. Donc là, voilà, on est tout simplement dans son environnement sans avoir tapé un seul mot de passe. On peut autoriser cette méthode, mais nous vous recommandons de mettre en œuvre les accès conditionnels. C'est finalement la fin de la double authentification pour les utilisateurs sédentaires. Les accès conditionnels reposent sur des paramètres que nous définirons avec vous.
quel est l'équipement qui veut se connecter, donc quel PC, quel smartphone. Est-il joint à mon domaine Azure Active Directory? Est-il conforme à mes stratégies? L'équipement est chiffré, il est à jour, il n'est pas routé ou vérolé. Et où Excuse-moi. se situe, non, pas de souci, où se situe cet équipement, sur quel lieu? Donc là, voilà, on va vous montrer ces différentes choses. Donc ces signaux vont nous permettre de prendre des décisions et d'autoriser ou non l'accès aux applications Microsoft, mais aussi à plus de 3000 solutions comme Fortinet, Salesforce, Sage ou encore vos données. C'est dans cette approche Zero Trust qu'un utilisateur respectant les bons critères accédera plus simplement à votre plateforme avec une sécurité optimisée. Donc là, petit exemple, hein, on a Vincent qui est localisé en France, qui va aller sur son poste au niveau de Edge, se connecter tout simplement sur Teams. Donc là, voilà, barre de recherche et il va taper directement Teams. Il est localisé en France, j'autorise cette localité, il se connecte sans problème, il accède à son environnement. Donc, imaginons que Vincent est en déplacement sur un pays que je n'autorise pas, pour des raisons de sécurité, je vais pouvoir interagir quand même sur cette connexion. Donc, il va pouvoir cliquer sur, pareil sur Teams, hein, pour se connecter. Et là, il va avoir directement l'information comme quoi l'accès est impossible pour le moment parce qu'il ne respecte pas les critères que nous avons définis. On va pouvoir jouer sur plusieurs informations pour bloquer ces accès sur cette localité ou modifier un accès sans forcément mot de passe avec du passwordless, ou sur certains pays, par exemple, demander une double authentification ou une authentification supplémentaire. La somme de critères et de paramètres effectivement que vous pouvez mettre en œuvre est assez large, hein. Il y a pas, j'ai pas envie de dire il y a pas de limite, mais voilà, effectivement, on peut faire des choses assez complexes, hein, ou en tout cas assez abouties en termes de conditionnel, hein, d'accès conditionnel. Alors du coup, après, on arrive sur un périmètre qui est la gouvernance de la donnée, qui est aussi un élément clé qui a toujours été un élément clé, mais du coup, qui l'est d'autant plus par l'explosion de la collaboration. On crée des équipes à tout va, on prend des internes, des externes, on partage un document. Finalement, moi, j'ai le droit d'avoir accès à un document, mais parce que effectivement, nativement, j'ai un certain rang ou j'ai une certaine fonction dans l'entreprise qui me permet d'avoir accès à une donnée. Je la prends, je la dépose dans une équipe Teams, et là, patatrac, elle est maintenant disponible à d'autres utilisateurs en interne, d'accord, qui n'avaient peut-être pas accès auparavant à cette donnée, en modification ou en édition ou même en transfert. Et aussi, pareil, peut-être qu'au sein d'une de mes équipes, j'avais à un moment donné intégré un partenaire et j'ai oublié de le retirer. Quid, j'ai continué avec mon équipe, j'ai mis effectivement des documents et là, je partage avec les mauvaises personnes. Donc, l'objectif de fond, c'est bien de protéger vos données, les données de l'entreprise, celles qui sont en transit effectivement dans cet écosystème collaboratif, mais même au-delà, hein, puisqu'on peut intervenir sur des produits qui sont aussi directement dans vos serveurs de fichiers. L'objectif de fond, c'est de pouvoir mettre des étiquettes qui sont représentées ici. Alors là, on peut bien évidemment les personnaliser. L'objectif de fond, c'est de mettre une criticité vis-à-vis de ce qu'elle contient. Soit c'est vous qui la définissez, soit il y a des paramètres de base qui sont définis dans Microsoft. Et on peut effectivement, du coup, classifier de façon manuelle ou automatique l'information. Alors, ça prend quelle forme? C'est le plus important de regarder ça. Donc là, typiquement, j'ai un document. Dans ce document, hop là, on avait une petite vidéo. Donc, j'ai un document qui est critique effectivement pour moi. Je souhaite le partager vers l'extérieur. Donc là, je rentre, je clique sur mon petit lien partagé. Je suis effectivement avec un produit qui va se synchroniser avec OneDrive. Donc là, j'ai une première externalisation d'un document qui était peut-être on-prem. Il est positionné maintenant dans OneDrive et je souhaite l'avoir partagé effectivement à Adrien. Mais je sais que j'ai besoin d'apposer une clause de confidentialité. Et là, vous allez avoir un filigrane qui va apparaître et qui va vous permettre effectivement sur les documents de façon automatique d'avoir voilà, une protection. Donc, le document respecte des règles que j'ai prédéfinies avec vous, avec vos consultants. Et derrière, soit je l'applique manuellement, ou soit éventuellement, en tant que DSI, RSSI, vous appliquez ces règles directement sur un fichier ou même un tronc global de documents dans lesquels vous avez des collaborateurs qui seraient amenés à intervenir.
Hop là. Donc là, on vous a fait une, parce que c'est passé un petit peu vite. Donc voilà. Donc typiquement, c'est l'icône sensibilité et c'est là où vous définissez des étiquettes. Voilà, par exemple, codir, je souhaite acheter une future entreprise. J'ai besoin que ce projet reste hyper confidentiel, hein. Vous savez, des fois, quand vous tapez dans un email transféré, vous avez un homonyme. Ah mince, c'était pas Vincent Tétiot, c'était Vincent Brasier à qui je voulais transférer cette information. J'ai cliqué sur envoyer, et bah c'est trop tard. Bah, avec ce genre de protection, effectivement, vos utilisateurs et votre structure se prémunissent d'un risque potentiel. Cela devient simple, d'accord? On n'est pas en train de dire d'un point de vue utilisateur, maintenant, voilà, vous avez un petit tampon, je cachette ça, est-ce que c'est sensible, c'est critique ou pas, secret défense, hein, enfin, vous pouvez tout imaginer. Alors nous, à Dista, on a travaillé en collaboration et sur des projets avec des gens qui avaient de la donnée plus ou moins sensible. Ça va vous parler tout de suite, des notaires, des avocats, de l'aéronautique. Là, c'est effectivement, ça coule de sens. Mais il n'y a pas que ces entreprises, effectivement, qui ont le droit et accès à ces technologies. Vous aussi, vous y avez le droit avec les technologies Microsoft de façon simple et efficace. Alors là, après, on passe dans un autre stade. On va remonter sur finalement une vue d'entreprise, une vue synthétique et une vue effectivement au niveau d'un DSI ou un RSSI qui souhaiterait voir un petit peu finalement comment se comportent les utilisateurs, quel est son niveau d'exposition vers l'extérieur par rapport aux documents. Donc là, on est capable de vous proposer effectivement des tableaux des tableaux récapitulatifs, hein, avec des zones vertes, oranges et rouges. Alors là, c'est un outil de démo, donc il y a peu de documents effectivement que vous voyez ici. Ça s'interconnecte très facilement à O365, donc via le biais d'Adrien et d'Anthony qui vous accompagneront sur ces sujets. Après, du coup, on va expliquer un petit peu, Anthony, Oui, du coup, les trois grandes briques qu'on retrouve ici. oui. Alors la Alors, première, on avait vu tout à l'heure que c'était facile pour l'utilisateur de partager un document et partager et d'attribuer un label de sensibilité. Mais comme l'erreur est humaine, on a quand même besoin d'un contrôle et c'est compliqué pour les responsables informatiques d'intervenir facilement et d'avoir cette vue sur l'exposition de sa donnée. Donc là, sur le tableau de bord, on va avoir directement l'information essentielle que tout le monde veut savoir sur son environnement Microsoft, c'est les liens externes, surtout les partages anonymes. Donc là, on va cliquer tout simplement sur ces 7 liens. On va avoir la liste directement de tous ces partages et quel utilisateur a partagé. On va pouvoir cliquer sur un des documents. On va pouvoir directement annuler le partage. Donc, de façon très simple, et vous le supprimez. Donc, voilà. Il y a d'autres actions possibles. Donc là, on peut cliquer sur Action et vous avez la possibilité de définir des dates d'expiration. Donc sur les dates d'expiration, vous choisissez votre date et vous enregistrez. Ça permet, vous, d'informer l'utilisateur que voilà, il y avait un partage anonyme, j'ai mis une date sur ce document au 31. Donc de manière très simple. parce Oui, qu'effectivement, en fait, c'est vrai qu'on là, on parle, voilà, OK, vous prenez le sujet en cours de route, enfin, vous décidez de reprendre la main, mais il y a tout un historique, en fait, qui est existant et cette plateforme vous permet de ressonder tout ce qui est fait, ce qui a été fait auparavant et du coup, de pouvoir appliquer, de pouvoir, finalement, heu, bah, heu, congestionner une plaie qui serait ouverte éventuellement, hein. et du coup derrière, en fait, affiner vos stratégies, resécuriser certains sites, certains OneDrive, heu, et mettre des automatisations sur ce que vous faites là en manuel. Juste après, autre chose, c'est plutôt l'exposition de vos données sensibles, aussi en interne. Donc là, on Donc a là, on par exemple clique sur 11 directement éléments. le OK, Ouais. hop, Donc sur éléments sensibles, on va avoir, plusieurs listes, hein. Vous voyez des niveaux de confidentialité. Donc là, j'ai, test AIP, qui est la couche en fait qui gère les labels. On peut cliquer sur, moyen. On a les informations. On a une étiquette de confidentialité qui informe que le document est en, internal only, donc un document interne. Voilà. Par contre, il y a un niveau d'exposition qui est élevé. C'est-à-dire qui par rapport aux critères qu'on aura définis, avec nos consultants, hein, comme avec Adrien, on va définir, vous, la limite de quelque chose qui est surexposé et on va voir ces notifications. Un autre document, par exemple, avec un autre niveau de confidentialité, donc là, vas-y, tu cliques sur celui-ci, vous allez avoir des remontées de présence de numéro de carte de crédit au niveau de ce document. On va pouvoir aussi faire des actions, hein, sur cette partie. Donc là, si tu cliques sur le fichier test AIP, heu tu vas, pouvoir appliquer des étiquettes de confidentialité. Au final, c'était mal catégorisé, c'était pas forcément de l'interne, c'est un document hautement confidentiel. Je change, directement ce label et les stratégies aussi,
qui s'appliquent. Parce que derrière, en fait, sur ces labels, on va pouvoir avoir une visu sur ces documents, mais aussi les restreindre. C'est-à-dire, on va pouvoir empêcher le partage, comme on a vu tout à l'heure, l'empêcher d'imprimer ce document, le transférer, ou même faire des captures d'écran. Je voulais juste revenir sur un point aussi, Anthony, qui est celui-ci. C'est que là, en fait, vous voyez où sont situés ces types de données. Là, on est dans des équipes Teams, vous êtes dans là, vous êtes sur la partie effectivement OneDrive et là, SharePoint, une bibliothèque documentaire. Donc, ce qui est assez sympathique finalement, c'est que ça sonde l'intégralité de l'écosystème collaboratif que vous avez mis en œuvre pour vos collaborateurs. Et vous vous assurez du coup de pas une seule technologie, mais enfin, en tout cas, multi-service de chez Microsoft. OK. Alors là, du coup, le troisième point, c'était la partie externe, c'est ça, les utilisateurs C'est ça. externes? Bon, Et du coup, c'est ceux qui sont référencés dans l'Active Directory ou qui ne le sont pas? oui, en fait, les utilisateurs ont la capacité, comme je disais tout à l'heure, tous les niveaux sont au maximum des usages et la sécurité au minimum, mais ils ont la capacité au niveau d'une équipe Teams publique d'intégrer des personnes externes. Du coup, ça crée un identifiant au sein de votre tenant. Donc, il y a des utilisateurs externes qui vont être créés. Donc là, voilà, on a la liste des utilisateurs, Adrien et moi-même. On va pouvoir cliquer sur Adrien et aussi réaliser des actions. Donc, avoir son rapport d'accès, avoir les informations des éléments sensibles qu'Adrien peut accéder, et bloquer la connexion ou supprimer complètement l'utilisateur de mon Azure Active Directory. En fait, toujours un risque, hein, c'est le temps qui passe. Et effectivement, on ne peut pas être derrière chacun des collaborateurs, chacune des équipes. Des fois, il y a des états d'urgence qui se créent et c'est le meilleur moyen effectivement de pouvoir pallier à ces contraintes de temps et puis, d'effervescence, hein. Il y en a de partout, c'est assez compliqué d'être, sur tous les fronts en même temps. Alors après, du coup, une fois qu'on a vu, donc voilà, donc on a mis en œuvre la solution collaborative, on va passer dans un mode effectivement plus de gouvernance et de sécurité. Tout ça, c'est bien, mais il faut expliquer ce changement auprès de vos utilisateurs. L'objectif étant d'impulser, de faire adhérer et puis après de faire agir vos utilisateurs. Rien de plus terrible, effectivement, d'adopter une solution et de ne pas se retrouver avec un taux d'usage suffisant parce que, effectivement, soit les utilisateurs n'ont pas compris là où vous souhaitiez en venir, ou là où la technologie, effectivement, leur permettait d'avoir un apport. Et l'objectif de fond, c'est bien de ne pas oublier cette dimension de change sur laquelle on peut aussi vous accompagner. Alors du coup, on définira trois passes, enfin trois moments. Le avant, dans lequel on va recueillir les besoins avec vous, on va effectivement réaliser on peut vous aider à réaliser des communications pour générer un embarquement collectif. Hein, il y aura des ateliers de présentation en amont de ce projet, par exemple, qui peut être de gouvernance et de sécurité. Et l'objectif de fond, finalement, c'est peut-être aussi de réexpliquer la stratégie. Pourquoi ces dispositions ont été implémentées ou vont être mises en œuvre au sein de vos structures. Et donc après, on est capable effectivement de faire des préconisations au démarrage et puis de réaliser quelques webinaires ou de vidéos. Pendant ce change, l'objectif, effectivement, c'est de détecter un ressenti à l'usage. Est-ce que du coup, on est plutôt favorable malgré ce qu'on a fait en amont ou pas? Est-ce que du coup, il y a besoin d'une animation personnalisée avec un environnement client, d'accord, qui soit beaucoup plus immersif pour les collaborateurs? Et après, l'objectif de fond, c'est à l'issue de ces formations ou sensibilisations, évaluation à chaud, puis on revient 15 jours plus tard et on regarde les écarts. Est-ce que du coup, donc là, cette fois-ci, évaluation à froid, voir comment se ressentent. Est-ce que du coup, l'acquisition des connaissances est bien réalisée? Et puis le après, ce qui est aussi important finalement, c'est peut-être laisser l'opportunité d'avoir une assistance. C'est-à-dire qu'on est capable de vous mettre à disposition un collaborateur qui, tous les jeudis, se tient disponible auprès de vos équipes pour pouvoir dire: attends, j'ai eu tel type de cas, je ne comprends pas. Donc, ça va être une sorte de hotline pour vos utilisateurs qui vont pouvoir poser des questions. On peut réaliser aussi des comités de suivi, des tutoriels et aussi, bien évidemment, réaliser une seconde passe de formation pour consolider effectivement les connaissances. En termes de réalisation, aujourd'hui, on a Adista accompagné 450 clients qui nous ont fait confiance dans des phases effectivement peut-être plus basiques au départ, hein. Voilà, je réalise une migration Exchange, je souhaite effectivement externaliser un filer, je souhaite juste avoir un outil collaboratif basique ou des gens aussi effectivement qui ont voulu pousser la réflexion beaucoup plus loin. En tout cas, sachez qu'on est disponible. On a aujourd'hui une palette de compétences, donc déjà avec nos experts consultants qui sont ici présents et on en a d'autres pour le coup.
On a des certifications aujourd'hui, il est important. Toutes les technologies cloud, et vous le savez bien, changent extrêmement rapidement. Donc, nous, on se tient effectivement à niveau. Donc, on est partenaire Gold Microsoft et on est aussi ce qu'on appelle Microsoft Tier 1. Ça signifie qu'on a une relation en direct, on ne passe pas par un tiers et on réalise le support pour nos clients. Et le dernier point, dans le change aussi, on a quand même cet aspect-là et c'est important de le dire, c'est qu'on est centre agréé de formation et donc on peut réutiliser vos diffs pour pouvoir former vos utilisateurs dans toute cette phase de change. Donc n'hésitez pas, voilà, on a beaucoup de clients effectivement qu'on a accompagnés sur ces aspects-là. Alors, juste pour commencer, parce qu'en fait, OK, c'est bien, vous avez dit tout ça, super, mais moi, tout le monde n'est pas au même niveau. Donc déjà, on peut commencer par un premier atelier. Donc on a 4 ateliers basiques et après, on va designer sur mesure des choses en fonction de l'échange qu'on aura eu ensemble. Mais finalement, c'est OK, très bien, découvert des usages. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire dans tout cet écosystème Microsoft 365 ? Quel est le champ des possibles, d'accord? La découverte des applications, découverte des usages, et puis alignement entre ce que vous avez, ce que propose Microsoft et comment on interconnecte potentiellement les deux ensemble. Puis ensuite, là où interviennent Adrien et Anthony, c'est sur en fait des thématiques d'intégration de Microsoft 365 avec la partie votre système d'information. Et alors là, du coup, on regarde plus la partie process, sécurité, conformité. Et l'objectif de fond, c'est bien d'aligner la sécurité, la conformité avec les usages et de là où vous voulez vous mettre, vous positionner dans un laps de temps donné. Et puis, voilà, après, on définit un cadre. Alors, c'est sous forme d'atelier, sous forme de prestation. Et ça, bien évidemment, c'est à discuter avec nos experts. On ne vous mettra jamais dans un cadre. En tout cas, voilà, on dit, voilà, il y a une formule. On peut faire un petit atelier de découverte. On regarde ce que vous avez. On fait un petit pré-audit. Et après, on se programme potentiellement un parcours collectif. Ensemble, on sera votre guide pour ce sujet. Accompagnement des utilisateurs, vous l'avez compris, donc vous avez les 3 phases avant, pendant et après, dans lequel effectivement, là, on est dans un aspect formation des utilisateurs. Et puis, on a l'accompagnement sur la partie SharePoint, la structuration de la donnée au sein de vos entreprises, hyper importante, cycle de vie, classification, sécurisation, puis backup, sauvegarde des données. Voilà, on est aujourd'hui capable de parler de ça avec vous et de vous proposer effectivement de regarder où vous en êtes, savoir ce qu'on peut faire avec vous et même après, du coup, l'exprimer dans un site intranet, d'accord, qu'on pourra designer et réaliser à vos couleurs pour que effectivement cela devienne un hub de communication et un hub de connaissances collectif pour votre entreprise. Je crois qu'on en a fini. Alors, si vous avez des questions, je n'ai pas suivi le chat, mais si mes petits collègues, effectivement, veulent nous informer si on a des questions éventuellement qui se posent à nous ou à vous, enfin, comme vous vous sentez, quoi. Hop là. On dit qu'il n'y a pas de questions, vraiment. Il n'y a pas de questions. On a été super clair, magnifique. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, prenez votre téléphone, vous appelez votre commercial. Si vous n'avez pas votre commercial, Si vous appelez. on a une question de Une Delphine. question. Demande si on peut accompagner sur une migration on-premise SharePoint en Microsoft 365. Oui, ça on peut en fait accompagner. Simplement, on va passer effectivement un petit peu de temps avec vous pour étudier à quoi ressemble le SharePoint on-premise. Et puis, vous montrer finalement ce qu'on peut atteindre sur du SharePoint Online pour matérialiser cette transformation et au passage de faire une optimisation, vous amener dans les nouveaux usages, plutôt simplement que de reproduire. Donc ça, oui, clairement, c'est le genre de sujet sur lequel on accompagne régulièrement nos clients. Donc effectivement, en termes d'expérience, on peut vous accompagner sur la partie SharePoint on-prem sur SharePoint Online. Nous, on l'a fait pour nous-mêmes déjà. On avait une énorme base documentaire pour le coup. Parce qu'on est notre propre client aussi sur ces aspects-là. Il y a la partie serveur de fichiers aussi, parce que tout le monde n'est pas forcément sur une techno SharePoint. Donc pareil, vous pouvez aussi décider de conserver une sorte de... Vous voulez conserver vos données on-prem, on est capable aussi de réaliser toutes les options de sécurité. On pourrait effectivement, via un clic droit, protéger des données qui sont dans vos filers. Ça aussi, c'est possible. Et même externaliser vers du SharePoint Online. Il y a pas mal de clients qui ont réalisé ce type de migration. Donc ça, on peut vous accompagner là-dessus, vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis après, comment on administre aussi la partie SharePoint, parce qu'il y a un aspect. Alors, SharePoint Online se veut assez
participatif, c'est-à-dire que vos différents services vont pouvoir être des contributeurs au quotidien pour pouvoir l'enrichir. Hein, on ne reste pas sur quelque chose de fermé. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer quelque chose. Du coup, en attendant, effectivement, pendant que tu cherches, peut-on avoir une fourchette de prix pour vos prestations? C'est Laurence, ouais. Fondamentalement, ce qu'a montré Vincent ici et qui s'appelle les starter kits ont vocation à être un premier step relativement abordable finalement. Et du coup, de mémoire, il y a des petites présentations, par exemple, d'une demi-journée qui commencent aux alentours de 550 ou 600 euros. Ça permet vraiment d'ouvrir la discussion et de se reposer vraiment les bonnes questions sur qu'est-ce qui existe là où je vais. Après, tout dépend le niveau qu'on souhaite avoir et dans quelle mesure on souhaite avancer sur le sujet. Alors moi, je vais vous représenter vite fait, sauf s'il y a d'autres présentations, enfin s'il y a d'autres sujets ou pas. Encore, il y a On a d'autres aussi, est-ce qu'on effectue des backups au niveau des solutions hébergées M365? Ouais. Non, la question, c'est est-ce utile? Ah, oui. Ça, on le fait. Alors, est-ce utile? En fait, toujours. Déjà, pas. Alors, déjà, on pourrait se dire que oui, par simple sécurité, en fait, de base. Et puis, derrière, en fait, il y a un autre intérêt à ça, finalement, c'est de se dire, si j'ai mes données qui sont sauvegardées derrière, par exemple, chez moi, chez Adista, ce genre de choses-là, en fait, ça va rester ma propriété. Et le jour où, en fait, je ne veux plus, par exemple, avoir de dépendance à Microsoft, je les aurai dans un format que je serai à même de réexploiter ailleurs. Donc, si, par exemple, c'est un élément auquel on est sensible, bien sûr. Il y a un deuxième aspect aussi, finalement, par défaut, la donnée, il y a une rétention de l'information dans les solutions cloud Microsoft et non pas une externalisation ni une sauvegarde. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte. Et elle n'est que de 30 jours. Après, on a des mécaniques pour pouvoir l'étendre, mais ça ne reste qu'une rétention. Ça veut dire que s'il y a des erreurs de manipulation et autres, et qu'on s'en aperçoit trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il y a un objectif aussi secondaire effectivement de sécurité qu'a abordé Adrien. C'est bien de réaliser une sauvegarde et de pouvoir réhydrater des documents, des canaux Teams ou des bibliothèques SharePoint et ainsi de suite. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise manipulation. Si vous aviez ce genre de pratique à l'époque dans le on-prem, elle est toujours viable dans un écosystème cloud, qu'il soit de chez Microsoft ou autre. Hein. Donc là-dessus, on peut vous accompagner aussi sur ces aspects-là. En sachant que vous allez pouvoir avoir une autonomie sur la réhydratation des documents ou des informations que vous voulez remettre à disposition des utilisateurs. Et du coup, après, on a la question SharePoint Online, où sont stockées les données? Pour un tenant qui a été ouvert en France, notamment c'est le cas des clients d'Adista. Donc, les données SharePoint sont stockées en France, à Paris, avec un réplica qui est fait sur Marseille. Voilà. Et là, dans l'admin center de Microsoft, vous avez un espace qui vous permet de voir où sont les données de chacun de vos services, si vous voulez vous en assurer au cours de votre expérience avec Microsoft. Et alors, pareil, pour ceux qui ouvrent, Adista étant Cloud Service Provider des solutions, on géolocalise effectivement à l'ouverture, on décide de où sera stockée la donnée, tout simplement. Problème concernant les données et qu'elles sont soumises au Cloud Act. Joe Biden passe bientôt en Europe, voilà, on va vous le dire. Il y a beaucoup, effectivement. Alors là, sur le Cloud Act, à l'instant où on se parle, il n'y a pas de sujet. Ça veut dire que rien ne protège effectivement la partie données d'une instance juridique Microsoft. On ne va pas faire de fausses communications sur le sujet. En revanche, le premier risque, à mon sens, sur lequel vous êtes, le premier risque qui est plus proche de vous, c'est usurpation d'identité, chiffrement de la donnée, vol des données. Donc peut-être s'intéresser plus à se dire, OK, est-ce que les Américains vont venir me voler de la donnée? Bon, tout dépend de votre secteur d'activité. Sachant que nous, on a réalisé avec Adrien, enfin Adrien a réalisé, j'étais là pour la partie présentation, et on a travaillé effectivement avec un client dans l'aéronautique qui est sous tutelle de la DGAC, et on a eu la capacité de mettre des niveaux de sécurité extrêmement importants, déjà qui protègent les collaborateurs, les données, les périphériques et les accès. Et ensuite, ils savent très bien, on peut rajouter du chiffrement par le chiffrement. Ouais. Maintenant, si quelqu'un veut vraiment prendre la donnée, à un moment donné,
Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, comme le disait Vincent, il y a plusieurs choses en fait finalement déjà. Il y a le fait en fait dans le Cloud Act qu'on vous dise, en fait, je réquisitionne tes données soient réquisitionnées, c'est une première chose, mais la vraie problématique, finalement, c'est pas qu'elles soient réquisitionnées, c'est qu'elles soient lues par un autre, principalement. Et du coup, comme Anthony l'a présenté tout à l'heure, dans AIP, il y a un premier niveau de chiffrement qui permet en fait à la bonne personne de lire la bonne donnée. Et par-dessus, Microsoft met à disposition des encryptions à double clé, ce qui veut dire qu'on va pouvoir chiffrer avec sa propre clé de chiffrement les dossiers par-dessus le chiffrement de Microsoft. Ce qui est que Microsoft lui-même, en fait, à sa vue, cela est chiffré. Donc il y a ces mécaniques-là. Donc nous, on a rencontré ce type de problématique. Enfin, en tout cas, il y a certains clients qui ont été hypersensibles là-dessus, qui ont souhaité avoir ce niveau de sécurité extrêmement important. Donc on est capable de traiter ces sujets avec Adrien. N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on se penche sur des sujets effectivement un peu plus clés, il n'y aura pas de problème. Classification des données à partir de quel abonnement? Business? En fait, après, voilà, tout dépend les packs que vous avez sélectionnés. Mais le Business Premium, là, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, permet de faire déjà énormément de choses sur ces aspects-là. Et après, sinon, il y a des possibilités de prendre juste des add-ons licensing pour aller chercher ces technologies-là. Oui, et c'est que du coup, à prendre en compte, en fait, que dans les discussions qu'on pourrait avoir avec vous par rapport à des besoins X ou Y que vous nous exposeriez, par rapport à ça, on est capable aussi, outre les éléments techniques, de vous accompagner sur la rationalisation de vos plans de licensing et de vous dire, en fait, par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à ça, alors ce plan serait plus pertinent qu'un autre, voire même à faire des évolutions en plusieurs temps. De dire, on pourrait commencer par ici, le temps, et avoir en fait une amélioration raisonnée, raisonnable, pour atteindre finalement un autre niveau de licence, un autre niveau de fonctionnalité. Sachez que le catalogue est très riche, Microsoft. Peut-être que vous, de votre point de vue, quand vous allez sur les sites Microsoft, vous avez peut-être une dizaine de références qui se battent en duel. Le catalogue Microsoft 365, c'est 800 références, hein. Donc, il y a pléthore de possibilités. Dans les 800, il y a des choses qui, voilà, il y a du Dynamics & Co, mais il y a énormément de licences qui sont disponibles à l'utilisateur, au device, pour traiter juste un aspect de sécurité. Hein. Des fois, vous pouvez prendre des packs. Par exemple, je pense à celui qui est Enterprise EMS, hein, Enterprise Mobility and Security. Celui-ci, c'est le plus gros, il inclut tout. En revanche, vous pouvez prendre juste un fragment qui pourrait vous intéresser pour pouvoir positionner effectivement une techno ou un paramétrage spécifique. Du coup, je pense qu'il y a 2 dernières questions pour terminer. Il y en a une première finalement qui est accompagnement, migration Google Workspace vers 365. Ça, oui, c'est quelque chose qu'on fait, autant sur la partie mail que sur la partie Google Drive ou des documents qu'on passerait sur SharePoint. Ça, pas de souci. Et du coup, pour le réaliser, il faut prendre effectivement contact avec nous, ce qui amène à la question. C'était beau, quelle belle transition. Ouais, je la prépare. On va donner le 06 d'Adrien directement et d'Anthony, ça ira le plus vite. Exactement. Mais oui, non, vous avez toute bêtise mise à part, contact@adista.fr. Puis si vous êtes déjà en contact avec Adista au travers d'un commercial que vous connaissez, vous lui exposez effectivement juste ce besoin et puis il organisera un petit point avec nous. Enfin, on est sur 35 agences à travers la France. Je pense que voilà, on a une présence nationale suffisante pour être à proximité avec vous. Donc, n'hésitez pas. Après, nous, on se déplace aussi un peu partout, hein, de temps à autre. Bon, on va commencer par un webinaire, c'est déjà plus simple. Mais après, voilà, n'hésitez pas. On a la possibilité aussi de se rapprocher de vous fonctionnellement si on n'est pas dans vos régions. Mais en tout cas, vous aurez toujours un interlocuteur dans une des régions dédiées en France. Ah, donc, si vous n'avez aucun contact, c'est contact@adista.fr. Tous les participants, on pourra les recontacter aussi, hein, pour pouvoir avoir ces aspects-là. Et puis après, si vous connaissez votre commercial, hop, vous voyez votre téléphone, un petit mail, et puis on sera à la réception avec lui. Bon, moi, je crois qu'on a fini. Hop. Alors, on utilise beaucoup Teams, pas SharePoint. Sans doute est-il plus puissant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous utilisez Teams,
par défaut, vous utilisez SharePoint sans le savoir. C'est-à-dire que dès lors que vous prenez un document, vous le positionnez dans une équipe, naturellement, par voie de conséquence, il y a une bibliothèque documentaire qui va se générer. Tous vos utilisateurs avec OneDrive vont avoir des bibliothèques SharePoint qui vont être présentées, sur laquelle, effectivement, il y aura plus ou moins de sécurité. Donc, SharePoint, on peut en faire beaucoup de choses. Et tiens, d'ailleurs, ça va me permettre de présenter mon petit… Je vais vous faire jusqu'où on peut aller. Hop là. Donc voilà, ici, on a un SharePoint. Alors, je ne sais pas si ça se présente ou pas encore. Est-ce que vous voyez quelque chose du coup en face? Pas encore? Si? Adrien et Anthony? Non, il n'y a pas de… Pas présentement, non. Ah, pas présentement. Hop, je recommence. Ah, ça y est, super. C'est bon. C'est bizarre. C'est bon, ça se présente normalement? Ouais. Ok. Donc là, voilà, typiquement, c'est SharePoint. On peut l'exprimer. Donc, soit on a deux termes. Je vais vous faire deux trucs. Alors, SharePoint, il peut avoir cet aspect-là. Ici, vous avez mon bureau. Vous avez le fameux OneDrive que tout le monde connaît. Et ici, vous avez le SharePoint d'entreprise d'Adista, dans lequel vous avez une arborescence. Donc là, on est comme un filer. Et puis, vous avez donc une somme de documents qui ne sont pas sur mon poste, qui ne sont pas dans mon OneDrive, mais qui sont bien dans le SharePoint de l'entreprise Adista, sur lesquels, bien sûr, en fonction des droits et de la position que j'ai dans la structure, j'ai accès en lecture, en écriture ou pas du tout d'accès. Donc ça, une fois que vous avez réalisé ça en termes de bibliothèque documentaire, donc là, on sera dans la classification et la protection, et la gouvernance et les cycles de vie, on va après pouvoir exprimer effectivement plus graphiquement les sujets. Typiquement, nous, nos commerciaux, voilà, donc parler à nos clients, ils vont aller sur cette petite tuile ici et vont avoir une somme de présentations qui est visée par la direction, à présentation courte à Adista, longue, une vidéo et ainsi de suite. On a plusieurs choses et puis on a aussi, le truc tout bête, mais voilà, moi, en tant que Vincent Tétiot, je ne me souviens plus pour poser les vacances où c'est que je dois aller. Donc là, on a réalisé une petite page. Voilà, on utilise Confluence, Nova, générer une signature. Et puis, j'ai la possibilité de trouver, hop là, Sage, IAM, note de frais, et ainsi de suite, qu'on a interconnecté à la partie de notre intranet. Donc voilà, ce genre de choses qu'on peut être amené à réfléchir avec vous. Et là, on l'a designé comme on le souhaitait. Donc effectivement, alors là, c'est à partir de 4,20 €, hein, c'est le premier plan basique de chez Microsoft, dans lequel, en fonction du nombre d'utilisateurs, vous allez avoir une volumétrie globale pour SharePoint. Ça fonctionne de la sorte. Mais voilà jusqu'où on peut exprimer la puissance d'un SharePoint sur un site intranet. Et le dernier point que je voulais vous montrer, quand je vous parlais de contribution, moi, je travaille dans le service de la communication et la collaboration. Et à tout moment, en fait, quand je réalise une vidéo ou un PowerPoint ou n'importe quoi, je peux être un contributeur. Je clique juste sur charger, fichier ou dossier, et je prends mes documents et je les positionne auprès du reste de la structure. Ça ne reste pas juste sur mon petit OneDrive ou sur mon Teams. Non, je partage ma connaissance avec le reste de ma structure. Et c'est là où vous allez gagner en efficience collective et en tout cas en culture d'entreprise aussi, pour le coup. Voilà. Hop là. Donc, si vous voulez aborder ces sujets-là, n'hésitez pas. Anne, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous contacter. Hop là. Oh, le beau site SharePoint, oui, merci Christopher. Alors Christopher, c'est effectivement, on t'a démasqué Christopher, c'est effectivement un de nos consultants SharePoint qui peut vous accompagner sur le sujet. Pourra-t-on avoir la vidéo de votre présentation aujourd'hui, Anne? Je crois qu'elle est en replay, Sébastien, donc je parle à la régie, hein, mais je crois que vous l'avez en replay sur la partie Webikeo. Hein. Ou Fred, Sébastien? Sébastien a validé dans le chat. Oui, il est marqué qu'elle est disponible en replay jusqu'à la fin de l'année. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, vous avez tenu le coup. Hein. On est toujours 97, c'est magnifique. On ne vous a pas épuisé. En tout cas, on vous dit à très vite. On vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.